Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va commencer ce Social Selling Forum avec une première table ronde sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet dont on entend parler très très souvent, de plus en plus dans les réseaux, dans les articles, dans les médias. Parfois, on ne sait pas trop si on doit s'inquiéter. Il y a des gens qui ont peur pour leur job, pour leur activité. D'autres qui se rendent compte que finalement, ça accélère un petit peu la façon dont ils travaillent, ça les rend plus efficaces, ça les rend plus efficients. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des avis qui sont un petit peu, comment dire, qui sont à la fois variés, mais pas toujours argumentés. Donc là, on a la chance d'avoir pour notre table ronde, en fait, 3 profils très différents qui sont des spécialistes de l'IA. Chacun d'entre eux va se présenter. Vous allez voir que non seulement ce sont des gens qui utilisent l'IA, ce qui est le cas évidemment de tous les gens qui s'expriment normalement sur les autres médias, mais en plus ce sont des gens qui sont partie prenante dans l'IA et qui en particulier développent des solutions, développent des outils, voire même développent de l'IA. Et donc comme ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus approfondie que ce qu'on a habituellement dans les grands médias. Donc je vais demander, je ne sais pas, peut-être commencer par Yana de se présenter. Bonjour, je m'appelle Yana. Automatique. Vulgariser. Je suis développe des modèles et je réalise proprement projet différents d'envergure. Julie. Oui. Bonjour, je suis Julie Nguyen. J'ai une formation initiale d'école de commerce, mais j'ai toujours travaillé dans le numérique. Comme quoi, une école de commerce amène à tout, il faut le savoir. Et je suis co-gérante qui développe des applications web et mobiles. Et en même temps, je suis la CEO d'une start-up qui s'appelle Bubble Teach, qui développe une solution utilisant des multi-agents IA pour transformer n'importe quel document, module e-learning, tout ça en moins de 5 minutes et pour vraiment pas cher. Voilà. Merci. Alors Sébastien Beaujeau, alors tu disais tout à l'heure qu'on a des profils bien différents et éclectiques. C'est le cas pour moi. Alors moi je suis absolument pas un développeur ou un ingénieur informatique. Moi je suis un explorateur de ces mondes numériques et je suis devenu depuis quelques mois ou années formateur, consultant en intelligence artificielle générative. Moi je suis plus dans la partie générative et donc je conseille, je forme, j'éduque, j'acculture donc au sein des entreprises, des institutions, des collectivités territoriales aussi, comment implémenter et comment s'approprier ces outils numériques. Merci. Alors, on va procéder en 2 temps. Dans un premier temps, c'est moi qui vais poser des questions à notre échantillon représentatif. Et ensuite, en fin de table ronde, ce seront, si éventuellement il y a des réponses qui n'ont pas suffi, vous pourrez vous aussi poser des questions. Alors, tu as sous-entendu, Sébastien, l'IA générative, donc ça veut dire qu'il y a différents types d'IA. Je demanderais bien à Yana, qui pratique ces technologies déjà depuis pas mal d'années, de nous brosser un peu le portrait de ce qu'est l'intelligence artificielle et les différents types d'intelligence artificielle, peut-être même qu'on a déjà dans notre vie de tous les jours. Oui, merci, Christian. D'abord, portrait de l'intelligence artificielle. C'est un terme qui a été inventé en 1900, est assez frappant et parler au plus grand monde pour que les gens y adhèrent et concrètement donnent d'argent pour leur projet. Donc ça, c'est première chose. Et donc aujourd'hui, on l'utilise à tort et à travers, et c'est un peu du mal, le domaine d'algorithmie qui est présente. Donc tout d'abord, il existe, donc il y a dans l'ensemble des algorithmes qui essaient de faire reproduire le raisonnement humain pour résoudre différents problèmes. Ça, c'est le terme. Ensuite, si on commence par le plus grand cercle, il y a donc apprentissage ensuite, on va parler d'apprentissage automatique. Apprentissage automatique, c'est on a des données et on a des fonctions mathématiques qui peuvent être explicites ou implicites, c'est-à-dire qu'elles peuvent être définies d'affaires, on sait, ou implicites, on va beaucoup de données sur une image, on dit est-ce qu'il y a un chat ou il n'y a pas décrire mathématiquement s'il y a un chat sur une image.
Donc, dans l'apprentissage automatique, il a beaucoup d'algorithmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre. Ensuite, on a donc deep learning, c'est l'apprentissage profond où on va encore augmenter c'est vraiment propre aux algorithmes. Ensuite, on utilise ces réseaux profonds pour faire le IA génératif, pour générer du texte. Donc, l'IA générative, c'est vraiment la toute petite partie de tous les algorithmes d'apprentissage qui existent. Ces algorithmes, ils font quand même ça. En fait, ils font tout déjà dans votre vie. ChatGPT, vous dites IA est arrivée, enfin, elle était là depuis 20 ans à peu près. Désolée si vous dites ça. Donc, vos comptes en banque, pour dire que cette transaction est frauduleuse, les banques ils utilisent les algorithmes qui vont analyser les transactions précédentes et pour que cette transaction frauduleuse elle sera retrouvée, ils utilisent ça déjà depuis longtemps. Quand vous traversez la frontière, on va faire comparer votre photo avec la photo sur votre passeport. C'est ça, l'algorithme d'apprentissage. Quand il suffit que vous postulez sur des sites internet, vous analysez votre CV, est-ce qu'il va plus loin ou pas, c'est aussi d'apprentissage automatique derrière. En fait, il est omniprésent. On ne se rend pas compte parce que ce n'est pas aussi visible et pas aussi accessible que ChatGPT, parce que c'est ça la révolution de ChatGPT, que c'est devenu accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être développeur pour appeler de certains pays, pour faire des choses. ChatGPT, il est rendu accessible à n'importe qui parle. Et c'est ça la résolution. Donc, j'espère que je n'étais pas trop longue et je ne vous ai pas trop embrouillé. Bon, sachez qu'elle existe depuis longtemps et ChatGPT, c'est vraiment juste accessibilité qui est changée. Si vous souhaitez savoir plus, Ouais, donc en résumé, ce qui est rendu visible, c'est l'accession à l'IA. En fait, l'IA, c'est des modèles déjà qui tournent depuis longtemps. Je fais une toute petite parenthèse. Quand tu parlais à un moment donné, il y a de l'automatique et puis il y a des choses qui sont d'entraînement. Oui, système expert, par exemple, où on va renseigner les règles de manière explicite. On va dire, si ma chiffre d'affaires est le plus grand, faites ça. Si il est moins grand, faites ça. Et pareil, c'est les banques, les assurances ou d'autres, ils utilisent. Ce sont des règles qui, les experts, ils ont décidé qu'il faut faire comme ça. Est-ce que quand je vois les feux rouges sur un CAPTCHA en fin de formulaire, est-ce que ça sert à entraîner l'IA aussi? Oui, bien sûr. Ouais, les d'accord. images, c'est créer une énorme base de données qui va nous servir ensuite pour faire ce mythe. Je ne sais pas si on va arriver un jour à voir les voitures autonomes parce que, puisqu'il faut savoir, les machines, ils sont capables d'analyser l'image. Mais en fait, comme on conduit, on est dans une dimension de 3. Le peut-être 100. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, les machines ne sont pas capables de se rendre compte de cette dimension et se rendre compte de cette information. C'est-à-dire que si, je vais faire un exemple, je suis présente sur la photo. Je suis absente. Pour lui, je suis absente tout court, alors que je suis toujours dans la salle. C'est ça. Et ça, ce qu'il faut comprendre, qu'il n'y a pas de cette perception. Soit j'existe parce que je suis présente dans les données, soit je n'existe pas parce que je ne suis pas dans les données. Il n'y a pas de perception. Elle est sortie. Il n'y a aucune notion du monde qui nous... Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des prémices. Je ne veux pas dire que les gens ne travaillent pas. Bien sûr, on aimerait bien qu'il y ait des robots. Il y a des robots qui font des choses, mais ils font ça dans les environnements contrôlés, très laboratoire. Très bien. Alors, Julie, tu as des choses à rajouter là-dessus, mais oui, tu compléter. Et puis, j'aurais aimé, quand tu auras complété, que tu nous expliques un peu en quoi ça consiste ton activité, parce que finalement, on voit bien l'IA tel que ChatGPT, etc., mais en quoi dans la formation, ça peut nous aider, parce qu'il y a certaines personnes ici qui font de la formation, moi aussi, et en quoi ça peut nous aider, en complément de ce que tu voulais dire sur le sujet d'avant. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Yana, parce que je trouve ça intéressant. En ce moment, je ne sais pas si l'actualité de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de l'AGI, c'est le Artificial Global Intelligence, donc l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire le Skynet, quoi, en gros. Vous voyez, Terminator, enfin pour ceux qui ont une génération, la Skynet. Et moi, je suis d'accord avec Yana et avec Yann Lequin, qui est quand même un des grands pontes français de l'intelligence artificielle qui dirige tout ce pôle-là pour le groupe Meta, parce que justement, Yann n'a pas cette perception globale du monde.
Et sur la photo, tu n'es pas sur la photo, tu es sorti. Ça, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'on n'est pas prêt d'y arriver, les GI. Il ne faut pas toujours écouter ce que racontent les grands éditeurs parce qu'eux, ils ont besoin de lever beaucoup d'argent. OpenAI, Anthropic, ils ont besoin de lever beaucoup d'argent. Donc, en fait, ils passent leur temps à raconter dans les médias. On va bientôt obtenir l'intelligence globale artificielle c'est dans 1000 jours, 3 ans. Et tout ça, c'est pour pouvoir lever encore plus de milliards auprès des fonds d'investissement. Donc voilà. Moi, je pense pas. Mais déjà, on va obtenir ce qu'on appelle une super intelligence artificielle. Et ça va déjà amener beaucoup de problématiques. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir la globale pour avoir des problèmes à traiter, on va dire. Et pour répondre à ta question, alors attends, dans le domaine de la formation, en fait, il y a plein de choses pour lesquelles il y a plein de sujets, plein de domaines dans lesquels on peut utiliser l'intelligence artificielle. Je ne crois pas qu'il y ait un seul domaine aujourd'hui dans la société qui ne risque pas d'être impacté, puisque c'est des algorithmes, c'est un domaine de recherche qui cherche à reproduire le fonctionnement cognitif notamment, pas un domaine qui n'est pas concerné. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut muscler les cerveaux humains, donc il faut leur donner les moyens de se former plus facilement, plus rapidement, de diffuser le savoir plus rapidement. Donc comment on fait ça ? Justement, on va utiliser l'intelligence artificielle pour aider les humains que nous sommes à monter plus vite en compétences et à être dans un processus d'apprentissage permanent. Comme ça qu'on a eu l'idée de créer Bubble Teach. Et je pense que la formation, demain, c'est ça. C'est pas un sachant là, qui est là et qui va distribuer la bonne parole. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus interactif qui permet aux individus de se mettre à jour en permanence. On n'arrête jamais d'apprendre. Donc on apprend à petite dose. Comme manger en fait. Vous ne pouvez pas vous dire, je ne vais pas manger pendant 5 jours, puis après je vais me baffrer pendant une journée. Oh, ah mince, t'as raison. Voilà. Mais l'apprentissage, pour moi... Sauf qu'on mange aussi pendant les 5 jours. Mais... Oui, c'est ça. Mais en plus, c'est ça le pire. Je remets ça sur... Non, mais la formation, pour moi, c'est ça, quoi. C'est vraiment manger tous les jours. Apprendre. Se transformer. Et ça, c'est le dernier côté positif de l'intelligence artificielle, puisqu'elle va nous permettre de le faire. Et donc, nous, Bubble Teach. Pour moi, l'IA et la formation, c'est le moyen de transformer plus rapidement le savoir qui existe déjà, et qu'on a du mal à accéder, auquel on a du mal à accéder, parce que c'est sur du papier, des fichiers, sur des supports très très différents, et de le transformer grâce à l'IA pour pouvoir être accessible au plus grand nombre. Oui, par exemple, si j'ai des nouveaux produits dans mon entreprise, en fait, je peux faire une formation pour les vendeurs sur le produit, s'il y a de nouvelles réglementations, etc. Là où, en gros, là où ça prend 3 à 5 jours pour faire un module e-learning et que ça coûte 4 000 € minimum, on peut aller jusqu'à 15 000, voire 20 000, là, en fait, on le fait... donc, et ça coûte le 14 800. Non, je blague. Non, Très bien. Sébastien, alors toi qui passes beaucoup de temps dans les entreprises, est-ce que tu as identifié des cas d'usage où finalement les gens, alors, volontairement ou involontairement, finalement, utilisent l'IA et ça leur facilite la vie? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Oui, j'ai pas mal d'exemples, mais avant de donner des cas d'usage, je veux revenir un peu sur ce que disait Julie. Moi, je me rends compte d'une chose à l'heure actuelle, c'est qu'on est en novembre 2024 et les personnes que je vois arriver dans les formations, donc moi je fais des formations pour des offices de formation, pour des institutions comme la CCI, etc., et d'autres offices, je me rends compte d'une chose à l'heure actuelle, c'est que, alors j'ai pas de chiffres exacts, je fais ça un petit peu au doigt mouillé, mais j'ai quand même l'impression que 80-90% des gens en France, mais on pourrait aller dans d'autres pays, ne savent absolument pas ce qu'est l'intelligence artificielle générative. Ils ont tous, ou quasiment tous, entendu parler de ChatGPT. C'est la tête de gondole. C'est le premier arrivé au grand public en novembre 2022. Ils ont vu des reportages dans des grands médias qui a d'ailleurs, à mon avis, fait beaucoup de mal à cette technologie-là et à ceux qui travaillent autour, je trouve, parce qu'on a joué sur la peur, sur les craintes.
Et je pense que ça a été une grave erreur, mais c'est autre chose. Et à l'heure actuelle, c'est très brumeux. Et je pense, moi, mon avis perso, on est à l'heure actuelle encore dans une phase 1, qui est une phase d'acculturation, de prise de connaissance du champ des possibles, mais véritablement au début. Et je pense qu'il y a un véritable besoin, alors je prêche un peu pour ma paroisse, évidemment, mais il y a un véritable besoin de formation. Alors, est-ce que cette formation, elle se fait effectivement avec des agents, ou est-ce qu'elle se fait en complémentarité aussi avec des gens en présentiel? Je pense sans doute un petit peu des deux. C'est intéressant ce que tu disais, Julie, parce que cette réflexion de la formation continue, véritablement, moi, je l'ai en réflexion. Moi, je fais de la formation donc, dans les entreprises. Ça veut dire que je présente les outils que les uns et les autres peuvent utiliser, l'existant, le champ des possibles. Et c'est vrai qu'ensuite, ce sont des journées de formation sur une journée généralement ou 2 journées, et qu'ensuite, on est dans des écosystèmes qui sont très mouvants, très changeants, avec l'arrivée de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités, etc. etc. Et il faut quasiment ad vitam aeternam se former. Et c'est vrai qu'une formation derrière en continu est super intéressante, et j'ai la réflexion sur ces sujets-là. Pour terminer et répondre à ta question, Jean-Christian, des cas d'usage, et tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas un secteur d'activité, il n'y a pas un profil dans les entreprises qui ne sera pas ou qui n'est pas déjà impacté par l'intelligence artificielle générative. Alors attention, je mets le mot impacté, moi, il n'est pas péjoratif dans ma sémantique. Et des cas d'usage, il y en a 1000. Des cas d'usage, il y en a des 100 000. Qu'on soit secrétaire, qu'on soit artisan, qu'on soit dans le monde du bâtiment, du bois ou autre, dans les assurances, on a l'occasion chaque jour de pouvoir utiliser une IA générative pour avancer, pour gagner en temps. Alors attention, moi je démystifie aussi ces outils-là. Ce ne sont pas des baguettes magiques, mais ils peuvent vous faire gagner 5% de temps, 10%, 20% sur une tâche très précise. Ils sont aussi valeur ajoutée, je trouve. Ce ne sont pas que des producteurs de contenu. Ils peuvent nous aider aussi à itérer, à brainstormer. Et c'est là que je les trouve très intéressants. Donc il y a vraiment un nouveau monde qui s'offre à nous. On n'est encore qu'au début de tout ça, même si ça fait longtemps que ça existe. Pour le grand public, on n'est vraiment qu'au début de tout ça. Donc il va falloir défricher. Je peux juste donner une stat? Oui. Ouais, alors effectivement, en France et en Europe, on est au tout début. Mais il y a une étude qui est sortie, alors je sais plus la source, mais je pourrais la retrouver. Aux États-Unis, le pourcentage de PME, ETI, voire TPE, qui ont déjà commencé à mettre en place des outils d'IA dans leur process, je vous donne, vous avez deviné? Non, je sais pas. 57%, 55-57%. En France, oui, en France, en fait, non, en Europe, c'est un peu plus. Mais en France, pas mal, 13%. 13% des entreprises de PME. Ça veut dire qu'avec l'IA, les outils d'IA générative, une TPE peut aujourd'hui faire des choses que seule une TI était capable de faire. La TPE, vous ne pouvez pas, parce que par manque d'effectifs, elle peut le faire. Les Américains, ils ont parfaitement bien compris. La TPE, PME américaine, le territoire qui commence, en France, on est 13%. Bien, bon, 13%, ça veut dire qu'on a du potentiel, du potentiel derrière. Aujourd'hui, on est en Social Selling Forum. Donc, dans Social Selling Forum, il y a social, réseaux sociaux, selling, la vente. Alors moi, j'ai quand même une question sur le sujet du jour. Comment on peut utiliser l'IA dans ces deux cadres-là, c'est-à-dire dans le côté réseau et dans le côté vente? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se font? Est-ce que c'est déjà utilisé? La table ronde, je pense que en fait, il y a dans social selling, à un moment donné qu'il y avait des correspondances entre nous pour que vous veniez nous voir et nous on sera là. L'algorithme il est pareil comme travail, c'est une correspondance forte que vous allez. Où elle pourrait être évidemment au domaine marketing. On ne va pas parler forcément de générative, mais on peut parler d'IA pour analyser, attention, d'apprentissage automatique.
algorithmes, je parle des données. Que l'IA va vous faire l'entreprise marche tout seul avec la génération. Approximativement, tu as vu la plupart des entreprises. Après, ça c'est marketing. Mais évidemment, tâches générer en partie. Je pense qu'ils ont déjà expérimenté. Ouais, vas-y, Julie, si tu veux. Alors, parce que, ok, bah, pour moi, encore parler d'une étude que McKinsey vient de sortir cette semaine, l'étude Black Quantum, qui recense les usages les plus répandus en IA générative aujourd'hui, tous secteurs confondus. Tu sais, le premier, c'est quoi? Le premier secteur impacté, c'est numérique, c'est le codage. Voilà. Mais bon, si on met ça de côté, derrière, c'est le marketing. Et effectivement, c'est la production de contenu. Alors, du texte d'abord, avec évidemment, dans ces cas-là, on retrouve des 4, etc. Claude Sonnet, Anthropique, qui est très bon aussi. Ensuite, de la production d'images. Donc là, on va plus présenter les... Ah si, alors il y a des nouveaux entrants qui sont Flux. Il y a les DALL-E, les classiques comme ça, mais aujourd'hui, on a des gens comme Flux qui sont intéressants aussi comme modèle. La vidéo. Oui, la vidéo avec Runway, avec Sora, etc. Et la musique. La musique. Donc, vous pouvez créer votre chaîne de production de messages, de contenu marketing en utilisant ces éléments-là. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle les modèles fondamentaux. Maintenant, au-dessus, il y a des acteurs qui commencent du coup à ces modèles dans des applications pour vous aider à faciliter le marketing. En gros, vous allez renseigner votre cible, votre stratégie, votre vision, à qui vous vous adressez, vos différents personas, et ces outils vont vous aider à gérer vos médias, c'est-à-dire proposer des thèmes de posts, et ensuite, si vous validez ces posts-là, ils vont les générer avec les images qui vont bien, etc. Bon, c'est encore très, très, on va dire, ça de ce que nous, on est start-up MVP, c'est-à-dire yeah, that's the minimum. Au début, on est des protos encore. Mais on voit déjà se dessiner ce truc-là. Donc ça, c'est la première chose, la production de contenu. Ensuite, la troisième activité dans laquelle on est beaucoup lié à générative, toujours dans cette étude de McKinsey, c'est l'interaction avec les clients, l'utilisateur, la communauté. Voilà. Donc, en fait, c'est les chatbots, mais des chatbots qui sont R2P, quoi, qui vont manger toute la base d'interaction que vous avez eue avec vos clients, vos utilisateurs, votre communauté, et qui va du coup proposer sur cette base-là des idées de posts, des idées de communication. Alors, votre communauté, elle aime bien ça. On a remarqué que quand vous postiez ça sur tel sujet, avec tel engagement donc on va poster. Et puis aussi pour répondre, pour orienter l'offre pour les prospects des utilisateurs. Et enfin, dernier cas d'usage, c'est à force de... Enfin, votre client, vous êtes une place de marché, un e-commerce, elle cherche. Vous savez que l'IA, à partir de quoi elle vient, et là, aujourd'hui, on va lui deviner quelque part le parcours et on va lui pousser. Les gens, ils aiment bien ça. Ça évite de chercher, quoi. Ils gagnent du temps. Et je serai la première à apprécier. Donc tout ça, ça commence. Oui, alors c'est évident que pour la partie marketing, communication, donc réseaux sociaux, moi je vois beaucoup effectivement de personnes qui utilisent en l'occurrence le ChatGPT pour la production de contenu, pour les aider à faire des publications sur les réseaux sociaux. Antoine en a un peu parlé tout à l'heure avec la multiplication des contenus venant d'IA. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait
ce sont d'abord, en tout cas, en l'occurrence ChatGPT, des outils qui nous dégagent quand même de la charge mentale. Ça veut dire qu'on a la possibilité, pour faire des publications, d'avoir un premier bloc, une première inspiration, mais que surtout derrière, il faut repasser. En tout cas, vous avez votre style, vos mots, votre sémantique, votre savoir-faire, votre compétence métier, et c'est intéressant d'y mettre votre patte pour que ça soit le moins générique possible. En tout cas, c'est mon avis à moi, et vous ferez la différence sur les réseaux sociaux, justement avec votre singularité, même si vous avez utilisé en amont des IA génératives. Ça, c'est une première chose. Julie le disait, évidemment, du contenu texte, évidemment maintenant de la vidéo, des visuels avec différents outils. On parle beaucoup de ChatGPT, je fais juste une petite parenthèse, je rentre un petit peu dans le pratico-pratique, mais ayez un regard, une curiosité. Moi, c'est un mot qui est super important dans l'utilisation et l'appropriation des IA génératives, c'est la curiosité. Testez, soyez curieux. Et il y a un outil que je vous invite aujourd'hui à utiliser, ou en tout cas à tester, puisque c'est un outil qui est français, ou en tout cas européen, c'est Mistral. Mistral a fait une mise à jour en plus la semaine dernière. Et la plupart des fonctionnalités que l'on a dans ChatGPT en version payante, on les retrouve dans Mistral en version gratuite. La génération d'images, entre autres, la possibilité de pouvoir travailler son contenu au sein même de la plateforme. Ils ont installé aussi la partie search, donc un moteur de réponse. J'appelle plus ça un moteur de recherche, moi, mais un moteur de réponse au sein même de Mistral. Et voilà, on a des biais, on a toujours un peu plus confiance avec des entreprises françaises ou européennes qu'avec des entreprises américaines. Donc je vous invite dans les prochains jours à tester Mistral. Ne cherchez pas Mistral sur vos téléphones, il n'y a pas pour l'instant d'application. Mistral, c'est le petit bémol que je mettrai à l'entreprise, mais il est évident que ça va arriver bientôt. Merci. Alors, on va passer aux questions dans la salle. Oui, tu en avais une, c'est pour ça que je me permets. Tu as un micro pour... Alors, bonjour. Merci déjà tout d'abord pour votre table ronde et les explications. C'est vrai que l'IA, je pense pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, seulement 13% des TPE l'appliquent en France. C'est qu'on a quelque chose d'assez terrible, c'est que quand on ne comprend pas quelque chose, on n'en s'en sert pas et on en a peur. Et je crois que c'est vraiment ça le sujet. Du manque d'utilisation qu'on peut en faire. Alors moi, je me suis posé la question, j'ai fait comme tout le monde, j'ai eu peur au début. Et j'ai un ami mon créateur de site web, qui lui l'utilise beaucoup et m'a converti, en tout cas excité ma curiosité. Je me suis posé la question, j'invite tout le monde à lire un livre de Frédéric Vickert, je ne sais pas si vous le connaissez, il travaille chez Microsoft. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Tout le monde peut avoir la chance de comprendre l'intelligence artificielle ». Et un petit peu comme dans C'est pas sorcier, il l'explique avec des mots d'enfant, ce qui permet à tout le monde de casser le mythe, de rendre la chose accessible. Et pour le coup, j'ai zéro compétence en développement. C'est pas du tout ma valeur ajoutée, mais je me suis pris un GPT Pro. J'ai créé mes propres GPT. Je les ai nourris, effectivement, parce qu'il faut leur donner une base de connaissances, des bases de données. Je les ai nourris avec mes posts, avec des éléments que j'utilise. Et voilà, clairement, effectivement, je rejoins ce que vous dites, c'est qu'il faut toujours repasser derrière. Même quand on l'éduque à travailler au plus proche de ce que l'on attend, de ce que l'on sait faire, à aujourd'hui, on est encore très très loin de pouvoir l'utiliser de manière unitaire. Oui, alors pardon, oui, mais c'était plus un témoignage effectivement. Et j'ai quand même une question, c'est est-ce que avec votre expérience, vous pouvez estimer peut-être à quel moment ou dans combien de temps on va passer justement sur une vraie version 2 de l'IA, une version qui sera capable vraiment de s'auto-alimenter. Parce qu'aujourd'hui, elle ne s'auto-alimente pas, l'IA. Peut-être. Oui, je n'ai pas d'observation, mais je vais peut-être retrouver étude dans ce que j'ai. Donc, le texte va le donner beaucoup à mon modèle. Et en fait, faire le modèle, il va faire
prédire le mot qui était caché. En fait, notre objectif, c'est qu'il arrive à prédire le mot qui était caché. C'est-à-dire, à la fin, le modèle GPT il va nous prédire le mot qui revient le plus avant le mot d'avant. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, aujourd'hui, on poste tout le contenu qu'on produise avec le texte et automatiquement avec les mots qu'on attend le plus souvent le mot précédent. D'accord? Et en fait, aujourd'hui, on a un problème. On nous a des mots qui le modèle, ils sont convergés, mais en quelque part, en fait, converger et on n'arrive plus à augmenter les performances. C'est-à-dire que si on parle des modèles, les modèles actuels, ils n'arrivent pas à apprendre à partir du texte généré automatiquement parce qu'en fait, il y a très peu de variabilité, pas de représentativité. C'est vraiment dans un cercle fermé, ça dérape. Par contre, ce que je évidemment, c'est des tas qui travaillent sur. Mais on est encore en train d'étudier pour autogénérer. Parler, c'est autre partie par renforcement où on va mettre un agent dans un espace fermé et où lui, par rapport à ces problèmes ce qui est un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a un agent dedans, problème et en fonction de répéter le nombre de problèmes, on arrive à retrouver notre schéma. Ça, c'est en cours, mais ce n'est pas pour les gens convergés. Et dans l'étude, il a quelqu'un, le Graal, première. Et aujourd'hui, on est dans les études. Générer texte. Ça bloque. Alors, j'ai une petite question parce que quand tu nous expliques ça, donc, enfin, moi j'avais déjà remarqué qu'à un moment donné, je lui demande d'écrire des posts et je me dis, c'est un peu bateau. C'est bateau parce que c'est statistiquement, le mot suivant est statistiquement lui qui revient le plus souvent. Et est-ce que, quel est l'impact du fait que moi je lui dise de le faire à partir d'un document que j'ai fait? Par exemple, moi, je vais rentrer, comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai rentré mes supports de formation, des bouts de mon bouquin, etc. Et à un moment donné, il arrive à vraiment utiliser ça pour que ce soit mon style, oui, en fait. Oui, c'est ça. Il arrive. D'autres systèmes en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va te créer dans son espace de... Excusez-moi, c'est mon mot préféré du jour. On va prendre ton texte et il va créer cet espace propre à toi avec ton texte. D'accord? Ensuite, comme il va générer parmi les mots le plus, prends-moi le mot qui appartient à texte qui va générer. Le mien. Donc ça sera plus mon style. Ça sera plus ce qu'on son appellera style mon parce style. que voilà, il va générer, il dit des mots à choisir et au fonction paramétrique randomness, c'est-à-dire au hasard plus, on va choisir. Il va prendre probablement le mot, il va dire prends-moi le mot dans son espace à lui, ce qu'il a généré, et ensuite là, ce qui va te générer le texte qui est plus proche de ce qu'il t'a produit. Loïc, je vais me... Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sinon, moi j'en ai une, mais vous vous en doutez. Moi, j'ai quand on a des Alors, c'est une très bonne question, la partie législative. Les technologies à l'heure actuelle, c'est exponentiel. Ça va vite, très vite, en termes d'IA générative, mais d'intelligence artificielle en règle générale. On est là. Notre connaissance, notre appropriation, notre utilisation au quotidien dans nos entreprises, on est là. À l'heure actuelle, la justice, elle est là. Le législateur est encore là. Il a un poil de retard sur la technologie. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui sont mises en place, évidemment et heureusement. Alors, je vais te tutoyer, excuse-moi. Tu as posé la question, en tout cas, la chose qu'on me pose assez régulièrement dans mes formations,
c'est est-ce que je dois dire si l'image que j'ai créée avec une IA, est-ce que je dois le signaler sur mon site internet, sur ma brochure, sur mon réseau social, etc., etc. Je trouve ça intéressant comme interrogation et comme question. Moi, j'ai mon avis à moi qui est le mien, que je partage avec moi-même. Je trouve que non. Parce que à une époque, alors c'est peut-être un poil différent, c'est pas le même. Moi, je considère les IA comme des outils. À une époque, dans les magazines Elle, Marie-Claire, on photoshopait à tout va, on modifiait des images à tout va. Jamais j'ai vu en dessous une image modifiée avec Photoshop. Maintenant, si. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on doit mettre qu'on a réalisé une image avec une IA? La question est posée. Alors, effectivement, la question est posée. Moi, je finis juste, Julie. Moi, je trouve que non. Mais après, à chacun d'avoir son avis sur ce sujet qui est super important. Alors, c'est à son avis, et moi je vais juste donner celui de l'Union européenne, qui s'appelle l'AI Act, et la réponse est oui. Donc il y a une obligation légale, quand l'AI Act va entrer en vigueur, donc chaque pays européen décliné dans son espace juridique, normalement vous êtes censé dire effectivement que ça a été généré par IA. Et vous avez des obligations encore plus... j'allais dire, contraignante si le domaine dans lequel vous exercez en tant qu'entreprise est considéré comme un domaine sensible. Bref, là, plus le domaine est considéré, donc vous lisez l'AI Act. Alors, moi je dirais pas que la techno est là, nous, on engage les entreprises. Le problème du juridique, c'est qu'ils n'ont pas compris là où ils étaient et ils essayent justement de rattraper ça. Alors, ils sont entre les deux. Et à mon avis, ils sont pour l'instant un peu à côté de la plaque. Parce que tout le débat en ce moment qu'on a dans le milieu des acteurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle, peut-être pas dans la recherche, dans la partie c'est-à-dire laquelle on est, nous, c'est on est en train de... Voilà, l'Union européenne est en train de se tirer des balles dans le pied, dans le cadre juridique. Parce qu'en attendant, il y a les États-Unis, la Chine, et puis par derrière, loin, nous. Merci. Juste petite, je ne vais pas répondre tout. Acte, c'est quelque chose, moi, je ne partage pas. Quand vous construisez un pont, et vous faites passer les gens, vous préférez le tester avant. Vous préférez que quelqu'un passe avant, on teste, et qu'enfin avant les gens tombent. Donc, en fait, c'est même technologie. Certes, ça nous fait peut-être technologiquement, on utilise d'autres, mais c'est notre force aussi. C'est-à-dire que pour nous, les humains, c'est pour ça qu'on a RGPD Act, c'est-à-dire donner santé, même si on souvent consentir donner. C'est pas moi qui dis honnêtement. Abdallah, qui sont terrain à la fin. Donc, pour moi, l'acte, c'est peut-être à côté de la... Peut-être, mais elle est essentielle pour qu'on puisse d'être. C'est un débat. Voilà. Et... Alors, excusez-moi. Si on pouvait juste consulter des spécialistes avant de faire les lois, ce serait super cool. Ouais. Quoi. Parce que là, ils ont écrit une loi sans avoir consulté les acteurs de l'écosystème et ça donne quelque chose qui est inapplicable pour nous. Inapplicable. On va prendre une dernière question. Je voulais simplement faire une toute petite remarque. En fait, ce qu'on appelle les images générées par l'IA, enfin les contenus en général, mais c'est vrai pour les images, il y a images créées par l'IA et images retouchées par l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends un logiciel Adobe, tu dis simplement enlève le fond de l'image ou tu dis simplement reconstitue le petit bout là où il y a un caillou à la place tu mets un bout de parking, ça tag et quand tu es sur LinkedIn, tu mets ta photo et ça te dit ça a été créé par l'IA. Donc là où je pense que c'est entre guillemets un faux problème, c'est qu'à partir du moment où l'IA nous permet de retoucher n'importe quelle image, même sur des petits détails et que ça va être tagué IA, ça veut dire qu'on ne va plus avoir sur LinkedIn dans les 18 mois qui viennent, plus que des images IA. Donc, je ne suis même pas certain qu'on se posera la question. Et après, il y a aussi le fait que Adobe, d'ailleurs, a
des droits sur les images qu'on crée avec leur logiciel. Et que personne ne le sait, ça. Dernière question. Oui, mais RGB, bien. Donc vous parlez de l'IA Act qui est l'article bien l'IA a indiqué sur l'IA Act. Donc à partir du moment où les personnes mettez vous avez leur consommation. Pour ma part, je l'utilise de la personne. Protection des données, c'est vos données. Très bien. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Bonjour. Donc une question rapide et des réponses rapides. Alors, la question, c'est comment l'IA générative peut être intégrée de manière éthique et efficace dans la stratégie de social selling tout en préservant l'authenticité des interactions humaines sur les réseaux sociaux. Ah, rapide. Excusez-moi, tu peux répéter, s'il vous plaît? Je la relis. Comment l'IA générative peut être intégrée de manière éthique et efficace dans les stratégies de social selling tout en préservant l'authenticité des interactions humaines sur les réseaux sociaux. Dit autrement, comment rester avec de l'humain et de la génération par l'IA dans les réseaux sociaux effectivement actuels tout en essayant de préserver notre humanité. Je vais répondre un peu comme je le disais tout à l'heure en fait. Ça veut dire qu'effectivement, tu dois collaborer peut-être avec l'outil, dans un premier temps en amont, mais derrière, c'est toi qui dois reformuler, qui dois retravailler le contenu avec tes connaissances, avec ton expérience, avec tes envies, avec tes avis, avec ta réflexion, avec tes valeurs. Et là, on peut parler d'authenticité. Alors c'est un mot maintenant qu'on... je trouve un peu trop vulgarisé, mais c'est là, c'est-à-dire que l'erreur, elle serait de prendre pour argent comptant le contenu donné par une IA générative. C'est un premier bloc, c'est une première chose sur laquelle on va travailler ensuite. Donc c'est là où on peut parler effectivement d'authenticité. La frontière, elle est de plus en plus limite, effectivement, parce que, comme le disait Julie tout à l'heure, hein, on a vite compris qu'avec ces outils-là, on peut aller vite, très vite, gagner du temps. Ils ont l'air pertinents, donc je prends, je copie, je colle et j'envoie. Parce que, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais on est tous des grosses feignasses. Et quand on voit un moteur de réponse, on préfère un moteur de réponse à un moteur de recherche. Parce qu'on n'a pas envie de cliquer sur un lien, aller sur le site, revenir, etc., etc. Non, maintenant, on a des moteurs de réponse comme Perplexity, comme ChatGPT. On a le bloc réponse et on prend pour argent comptant et on s'en va. C'est le danger. Il faut véritablement, c'est mon avis à moi, hein, il faut véritablement que l'humain soit au cœur de l'appropriation de ces outils. Merci beaucoup. Je vais rejoindre. J'avais des peurs que ça. Enfin, en fait, l'esprit critique qui nous distingue des algorithmes. Donc, c'est ça ce qu'il faut garder, l'esprit critique, comparer les résultats. Peut-être c'est pareil aujourd'hui trop bateau comme la réponse, mais en vrai, de vrai, c'est exactement ça. C'est ça ce qui va garder votre authenticité, ce qui va garder votre contrôle sur la situation, ce que vous savez, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et est-ce que ça vous représente. Les algorithmes, ils vont aller plus vite, encore autre chose, mais c'est exactement ça. On va donc donner un mot de la fin pour chacun de nos invités. Donc 30 secondes chacun. Moi, mon mot de la fin, et je ne reprendrai pas la parole après, mon mot de la fin, c'est l'IA, il faut faire, pour moi, c'est comme Twitter. C'est-à-dire que la formule, je vais vous laisser avec une formule que j'adore, c'est ben non, mais c'est vrai, je l'ai lu sur Twitter. C'est dur de passer après celui-ci. Moi, je dirais oui, merci. Regardons l'esprit critique et faisons ce
fait de nous humains, les algorithmes, les solutions, ils existeront d'autres, mais nous, on devrait rester profondément humains. Merci. Alors, pour moi, je le vois comme un exosquelette mental. C'est-à-dire qu'il va décupler votre capacité à vous, à nous, à chacun, à moi, à vous, de faire de sorte de ne pas faire des gestes inconsidérés et d'avoir d'utiliser cette dans Spider-Man, un grand pouvoir, grande responsabilité. Voilà, c'est ça. Alors moi, je vais vous dire une phrase que je dis à chaque fois en formation. Je ne crois pas au grand remplacement, mais au grand accompagnement. Voilà. Alors, je vais quand même reprendre la parole, puisque... Non, mais non, c'est parce qu'en fait, Sébastien, c'est son modeste, mais il a écrit un livre sur l'IA qui s'appelle La petite boîte à outils des IA génératifs pour créer du contenu chez Duno. Ça valait le coup quand même. Merci à tous pour votre attention.